Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Genre et Société. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver de nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de genre et handicap et je suis accompagnée de deux personnes que vous avez l'habitude de voir, Madame Dibata et Monsieur Jipika. Bonjour chers amis. Et bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ah, j'aime beaucoup comment vous avez répondu en chœur. On forme un duo et on compte bien te dire. Oui, alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, en RDC, il y a environ 12 millions de personnes qui vivent en situation de handicap. Ces personnes subissent des discriminations beaucoup plus que ce que d'autres personnes subissent, et notamment les femmes. Et en 2015, la RDC a ratifié la Convention des droits pour les personnes handicapées, qui est un document, un outil de travail qui sert à protéger et à militer pour que les personnes handicapées aient accès aux droits comme tous les Congolais et toutes les Congolaises. Pour parler de toutes ces questions-là, nous avons deux invités à qui je passe la parole pour se présenter. Bonjour Monsieur Éloi. Bonjour Madame Angèle. Vous êtes de l'association. Vous pouvez nous parler de votre association? Merci beaucoup. Moi, c'est Éloi, comme vous l'avez présenté, Kingoeze. Je suis le coordonnateur de l'ONG Jeunes vivant avec handicap, qui travaille beaucoup avec des jeunes vivant avec handicap. Nous exerçons dans plusieurs domaines et ça fait 2 ans que nous existons ici à Kin. Et nous sommes en train de travailler pour élargir aussi la structure. On peut aussi étendre jusque dans des provinces. C'est un peu ça. Super. On aura l'occasion de revenir plus en profondeur tout au long de l'émission. À côté de Monsieur Éloi, nous avons un expert de handicap international, Madame Nathalie. Bonjour Madame Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de votre mission au sein de Handicap International? Donc, je m'appelle Nathalie Kabombo, je travaille comme chargée d'association. Donc, j'accompagne les organisations des personnes handicapées dans les actions de plaidoyer et de sensibilisation. Et donc, Handicap International, comme vous le savez, c'est une organisation internationale qui œuvre aux côtés des populations vulnérables. Donc, on fait du plaidoyer pour l'accès aux soins, l'accès à l'éducation pour les personnes en situation de handicap. Oui, vous êtes également point focal pour toutes les questions de genre. Genre au sein de l'organisation. Ok. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous pourrez nous faire, Monsieur Éloi, pour commencer, peut-être une situation globale en RDC quant aux personnes handicapées, notamment sur la perception sociale et économique des personnes handicapées, de manière générale? Merci beaucoup. Depuis un moment qu'on parle de cette question d'handicap ici à la RDC et qui semble être un peu oubliée côté genre, parce que nous le savons tous, même quand nous menons nos activités, il y a certes des jeunes filles mères handicapées qui subissent des discriminations. Et alors nous, en tant que société, on n'a pas voulu les rejeter. Nous venons toujours en aide avec des activités qui peuvent les ramener encore dans la société. Et nous travaillons beaucoup plus aussi dans des formations qui vont encadrer des jeunes filles handicapées, surtout pour les rendre moins utiles dans la société. Parce que le fait d'être déjà handicapé, c'est un problème pour elles. Et les marginaliser encore ou encore les engrosser peut-être, c'est aussi un problème dans notre société. Et nous travaillons aussi pour qu'on puisse changer quand même cette mentalité-là de voir des personnes handicapées. Alors, est-ce que de manière générale, on peut savoir, par exemple, peut-être pour Handicap International, que vous arrivez à cartographier le type de handicap qui est prévalent en RDC? Est-ce que c'est le handicap moteur? Est-ce que c'est le handicap mental? Est-ce que c'est quel type de handicap qui est dominant? À ce sujet, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques parce que les données ne sont toujours pas désagrégées, que ce soit pour l'éducation, même lorsque les femmes vont accoucher, on ne sait pas avoir des données désagrégées. Donc, il est difficile aujourd'hui de se prononcer pour dire, par exemple, c'est le handicap moteur ou le handicap sensoriel qui domine. C'est ainsi que, par exemple, nous, on fait du plaidoyer pour que, lorsqu'on collecte des données, l'Institut national des statistiques intègre la donne, donc des données sur le handicap, qu'on ait vraiment des données
désagrégés. Je vois Madame Dibata qui veut déjà intervenir. Je vous donne la parole, Oui, Madame tout à Dibata. fait. J'ai été très intéressée par l'apport de Éloi tout à l'heure. Il a été question de présenter de manière assez sommaire les différentes articulations de votre association. Mais j'aurais voulu savoir votre point d'ancrage. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui? Et vous, en tant qu'association déjà, est-ce que vous avez un chiffre des personnes avec handicap que vous avez pu impacter et dans quel domaine vous avez pu les recaser? Parce que c'est vraiment important. On en rencontre beaucoup d'associations, on les voit qui viennent parfois dans les commerces, notamment pour percevoir une taxe. J'aurais voulu savoir aujourd'hui concrètement, en tant qu'association, quel est votre point d'ancrage et quel est l'impact que vous avez sur la vie des personnes vivant avec handicap? Merci beaucoup. Nous, on travaille beaucoup plus à l'accompagnement des personnes handicapées, surtout. Parce que nous nous sommes dit, en tant que jeunes, on ne peut pas laisser nos frères handicapés souffrir. Et nous venons en aide surtout dans la scolarité des personnes handicapées qui ont besoin de se scolariser. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être eu la chance de passer par les bancs de l'école, on peut les encadrer par des formations et autres. Et surtout pour le chiffre, on n'a pas encore de chiffres exacts que je peux peut-être vous donner maintenant, mais on est en train d'y travailler. Mais en 2 ans d'existence, en 2 ans d'existence, vous auriez déjà pu avoir ne serait-ce qu'une image globale. Oui, si on peut déjà faire peut-être des statistiques depuis 2 ans qu'on exerce, on peut aller déjà dans les 400 personnes qu'on a eu à toucher. Et ce qui est déjà une bonne chose de notre part. Une excellente chose. Oui. Et on évolue encore. Je pense qu'on peut aller plus. Et juste une question par laquelle aussi je vais rebondir sur Madame Nathalie. En termes de subventions, comment vous faites pour avoir les fonds pour accompagner ces personnes? Est-ce que ce sont des fonds qui vous viennent de l'État? Est-ce que cela vous vient des ONG, notamment comme Handicap International? Et là, je vais faire le pont avec Madame Nathalie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez parlé d'appui aux associations, en quoi consiste cet appui-là de manière concrète? Donc, on va le laisser répondre et ensuite, vous allez prendre la parole. Merci beaucoup. À ces questions, je pourrais répondre, on n'a pas de subvention qui vient de quelque part de l'État ou des ONG. On essaie de se débrouiller avec nos propres fonds, avec des personnes qui sont touchées pour la cause, qui nous viennent en aide pour faire avancer la chose. Nous, on n'a pas voulu aller directement contacter des partenaires ou quoi que ce soit, parce qu'on devrait d'abord quand même faire du concret. Et même si on allait aujourd'hui vers nos partenaires, qu'on leur quand même montrer que nous, on a commencé déjà et aujourd'hui, on est limité. Vous pouvez peut-être nous pousser et puis pour avancer. Merci beaucoup. Alors, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que dans l'appui aux associations, on parle plus de l'accompagnement. Donc, nous renforçons les capacités techniques et organisationnelles des associations pour qu'elles soient de plus en plus viables. C'est-à-dire que lorsqu'une association va faire le plaidoyer, elle doit quand même avoir un siège, elle doit avoir, on peut dire, les gens doivent connaître la thématique sur laquelle, les gens sont en train de discuter. Donc, vous ne pouvez pas venir faire du plaidoyer sur une existence juridique aussi. Le droit des femmes handicapées, l'accès aux soins, tant que vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est un peu ce renforcement que nous apportons, que Handicap International apporte aux associations des personnes handicapées. Oui, allez-y. Et en plus de cela, il y a on va dire aussi des subventions, parce que pour faire le plaidoyer, la sensibilisation, ça nécessite des fonds. Donc, il y a quand même aussi un certain appui financier qui est accordé à ces associations pour qu'elles puissent être à même de mener justement ce plaidoyer. Justement, en parlant de... Monsieur Jipika, vous voulez intervenir? Allez-y, on vous écoute. Alors, déjà d'entrée de jeu avec non seulement l'adresse de Monsieur Éloi ainsi que de Madame, j'aurais aussi 2 questions. La première, une seule question en fait, c'est le champ de sensibilisation, parce que Madame Christelle a bien parlé bien sûr de ce fait de société où nous voyons les personnes avec handicap se balader de commerce en commerce pour pouvoir percevoir certains fonds qui leur... certaines taxes prétendues reconnues par la loi. Alors, d'abord, de par l'action de l'association que vous représentez, avant de revenir bien sûr à Handicap International, de par l'action que vous représentez, moi je veux toujours m'appesantir sur certaines manières de pouvoir subvenir à leurs propres besoins sur des points frontaliers.
Je commencerai d'abord par le Beach Ngobila, où nous avons bien sûr une activité assez... quand le grand beach il fonctionnait et tout, assez accru de ce commerce entre bien sûr les deux rives, qui était plus exercé par les personnes handicapées étaient plus utilisées, utilisant bien sûr leur handicap, et je parle bien sûr de handicap moteur en fait, étaient plus utilisées. Et il y a aussi une certaine maltraitance aussi que nous remarquons. J'ai vécu personnellement cela et ça choque et tout. Alors, est-ce que votre sensibilisation touche aussi, parce qu'il y a aussi des jeunes, il n'y a pas que des vieux, parce que vous juvénilisez plus votre action. Est-ce que votre sensibilisation touche aussi toutes... comment est-ce que vous les sensibilisez pour pouvoir les attirer de manière concrète sur le terrain, à intégrer peut-être la société de manière intellectuelle et régulière, voilà. Ah, ok. Merci beaucoup, M. Dipika. Et nous, on a lancé des messages de sensibilisation, et avec les agents avec qui nous travaillons ils sont entrés ils vont aller sur le terrain et récolter, et avoir des informations de personnes qu'on peut contacter et voir comment est-ce qu'on peut peut-être les intégrer dans la société. On a des formations sur le développement personnel qu'on peut leur donner. Question de prendre conscience, de se dire que non, étant handicapé n'est pas synonyme de sortir dans la rue, aller mendier, quoi que ce soit. Et nous, on travaille beaucoup plus dans le réveil des consciences, surtout des handicapés. Ne pas se dire handicapé, c'est un frein pour ne pas s'épanouir. C'est important de prendre d'abord soin personnellement, accepter son handicap et faire ce que tu as comme possibilité malgré ton handicap. Alors, effectivement, il y a tout un processus, je suppose, d'acceptation d'abord de soi, de la situation et de la société d'ailleurs, qui souvent discrimine les personnes en situation de handicap. Effectivement. Et donc, alors, pour revenir au handicap international, merci. Pour revenir au handicap international, quelles sont vos voies de communication? Pourquoi? Parce que c'est une tribune qui permettrait aux personnes qui ne connaissent pas l'information, qui n'ont pas assez à cette information, de pouvoir savoir comment est-ce que Handicap International, quelles sont les voies de communication qu'Handicap International utilise pour qu'elle puisse venir, bien sûr, bénéficier des subventions en tant qu'association, bien sûr. Donc on a un bureau. Ça c'est de il y a un bureau. Donc moi justement je suis chargée d'appui aux associations. Donc il y a un bureau. On lance parfois des appels à manifestation d'intérêt pour voir quelles sont les associations qui sont en train qui œuvrent sur telle ou telle autre thématique. Et il y a la mise en œuvre des projets. Donc lorsqu'on a des projets, c'est-à-dire qu'il y a qui sont assez ciblés. Donc, on va cibler, par exemple, les écoles pour l'éducation, on va cibler des structures sanitaires pour les soins de santé, pour la réadaptation. Donc, c'est un peu ça. Il y a on va dire aussi, une identification des besoins. On travaille aussi avec, on va dire, les services étatiques pour pouvoir collecter les données, donc entrer en contact avec on va dire les personnes en situation de handicap. Donc, généralement, je peux dire, on passe par les associations, les fédérations, les services étatiques, et on a une représentation, et voilà. Alors, je propose qu'on regarde une petite vidéo explicative avec l'expert de l'animation Box ID. On regarde. Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Les personnes vivant avec handicap sont confrontées à davantage d'exclusion et de pauvreté que le reste de la population. Les formes patriarcales d'oppression envers les femmes sont intensifiées par leur articulation à l'infériorisation basée sur les incapacités. Ainsi, les femmes handicapées sont victimes de discrimination intersectionnelle, transversale. Il est alors important pour le combat féministe de réaliser que les femmes handicapées ne sont pas les autres, mais sont toutes les femmes.
Il est alors important de réaliser que les femmes handicapées ne sont pas les autres, mais sont toutes les femmes. J'aimerais qu'on revienne sur cette convention, la Convention des droits des personnes vivant avec handicap, et notamment sur son article 6, qui préconise une protection spécifique pour les femmes. Madame Nathalie, vous pouvez nous en dire un mot un peu plus en détail? Donc, comment le dire? Cet article voudrait justement que l'on tienne compte des besoins spécifiques des femmes, non seulement des femmes, mais des femmes handicapées. Donc, au-delà d'être une femme, il y a aussi la femme handicapée. Et la femme handicapée, il n'y a pas que... Parfois, on a tendance à se dire que c'est une femme, il n'y a que le handicap moteur, on va résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir compte des besoins spécifiques. Il faudrait pas discriminer. Quels besoins, par exemple? Les besoins, c'est-à-dire qu'une femme en situation de handicap a besoin aussi de travailler, d'aller à l'école. Elle a besoin d'avoir accès à la santé, de participer justement pleinement aux habitudes de vie. C'est un peu ça ce que donc, les États signataires à la Convention garantissent justement tous les droits à la femme en situation de handicap. C'est un peu la lecture qu'on a de cet C'est ce qu'on a article. vu tout à l'heure dans la vidéo qui disait que les femmes handicapées subissent des discriminations qui sont intersectionnelles, c'est-à-dire que c'est des discriminations qui sont transversales. D'abord, dans les sociétés patriarcales, les femmes subissent des discriminations. C'est comme ça, c'est systémique. Les femmes handicapées subissent des doubles discriminations. Déjà, elles ont la première discrimination du fait qu'elles soient femmes, la deuxième discrimination du fait qu'elles soient en situation de handicap, la troisième discrimination peut-être qu'elle est de surcroît pauvre, parce que la pauvreté touche beaucoup plus les personnes en situation de handicap. Monsieur Éloi, dans votre association, qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour les femmes en situation de handicap? Merci beaucoup. Chez nous, nous travaillons avec des femmes handicapées et ce que nous pouvons apporter comme soutien, c'est de les accompagner surtout. Et nous faisons avec le pays qu'on a à résoudre leurs problèmes. Quel problème, les problèmes que je suis en train de partir, oui, de manière concrète. Nous, on n'a pas voulu laisser les femmes handicapées sortir dans la rue, aller mendier comme on le fait avec les autres. On essaye de voir quelle manière on peut les aider à subvenir à leurs besoins, même pas à 100%, mais quand même le minimum pour se retrouver. Alors nous, on fait peut-être, on peut aller négocier avec un boulangerie. On peut leur donner du pain et aller jusqu'à sa résidence, lui donner un paquet de pain et tout pour revendre. Et peut-être le soir, il peut se retrouver à 1000 francs pour manger chez lui à la maison. Et elle n'aura pas besoin de sortir pour aller chercher ailleurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'on évolue avec le... Et oui, aujourd'hui, est-ce que vous avez un chiffre concernant les femmes handicapées auxquelles vous avez pu apporter assistance? Nous avons déjà 50 femmes qui bénéficient de notre soutien depuis une année et demie déjà qu'on a commencé. Et dans les 15 communes de Kinshasa depuis qu'on a commencé. Et si je peux, alors là, vous parlez bien sûr de l'handicap moteur. L'handicap moteur. Alors pour l'handicap sensoriel, merci pour la précision, vous avez aussi des cas d'handicap sensoriel? On n'en a pas vraiment connu nombreux et avec l'État, on a eu quand même quelques handicapés sensoriels et tout, mais ils n'ont pas voulu rester aussi avec nous, je ne sais pas pourquoi, mais on essaye quand même de faire l'effort, de les ramener et faire comprendre que non, on ne peut pas discriminer déjà, de dire que non, nous on veut évoluer avec les personnes handicap moteur ou pas les autres, mais on veut rester ensemble et évoluer et faire voir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas mettre en place une plateforme pour essayer d'entrer en contact avec les autres associations? Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous fonctionnez en quelque sorte à huis clos, en vase clos pour le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a mentionné ça tout à l'heure, que s'il y a des taxes qui sont reconnues, qui vous sont dues, je pense que le fait d'agir en synergie vous permettrait d'avoir une meilleure transparence sur ces taxes si vous y avez accès. Exactement. Nous, on a déjà au départ, on avait
pas encore été reconnu au niveau juridique, donc il fallait avoir quand même les documents, tous les documents qu'il faudrait pour exercer. Mais nous, on n'a pas voulu attendre qu'on puisse avoir les documents pour commencer nos activités. On a commencé d'abord avec en huis clos, comme vous le dites. Et aujourd'hui, là, je peux déjà vous affirmer qu'on a tous les documents qu'il faut et on est reconnu à l'État. Et déjà, c'est ce qu'on est en train de travailler maintenant. Là, on sera maintenant en train de voir comment est-ce qu'on peut s'associer avec d'autres organisations pour évoluer avec. Madame Nathalie, de manière spécifique, vraiment concrète, qu'est-ce que Handicap International met en place comme stratégie, notamment comme politique, pour venir en aide aux femmes en situation de handicap? Et si vous pouvez nous préciser aussi depuis combien de temps Handicap International est implanté en République démocratique, il me semble. Et si je voudrais surenchérir on va peut-être laisser Madame Nathalie répondre, parce que oui, allez-y. Si je voudrais surenchérir du point de vue juridique, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement juridique de la part d'Handicap International pour les personnes vivant en situation de handicap? Alors, je vais commencer par la première question. Donc, ce que nous on fait, on travaille sur l'autonomisation des femmes, on va dire des femmes handicapées ou des femmes en situation de handicap. Donc, il arrive parfois que l'on appuie certains micro-projets, donc des AGR. Ça a été fait donc sur, on va dire, sur la période 2013-2017 avec une association qui est dirigée par une femme, donc Maman Annie. Donc, ça s'appelle Akoldema. Donc, ils sont plus sur l'autonomisation, c'est-à-dire on fait, eux, ils font de l'alphabétisation et tout, mais nous, on avait pris le volet, AGR, donc ça c'est d'un côté, et de l'autre, AGR c'est des activités génératrices de revenus. D'accord. Donc il y a ça. Au-delà de l'autonomisation, il y a par exemple, on va dire sur un autre projet, il y a des... Donc, sans vous couper, donc ça veut dire que dans ces activités-là, AGR, les femmes apprennent un métier. Elles apprennent un métier, elles apprennent à être un peu plus autonomes financièrement. Donc c'est un peu de, comment on va dire, de l'autonomisation financière. Au-delà de l'autonomisation financière, il y a aussi justement la connaissance, parce que la femme en situation de handicap, parfois on a l'impression que c'est pas une femme. Oui. Donc c'est un peu aussi toutes ces sensibilisations. Donc on les sensibilise pour qu'elles connaissent un peu leurs droits, qu'est-ce qu'il faudrait et tout, qu'elles sachent qu'elles sont des femmes à part entière. On fait des sensibilisations pour l'éducation. Donc, on pousse aussi un peu les femmes en situation de handicap à aller à l'école. Donc, on commence par les filles et tout. Mais comment faire lorsqu'on sait, par exemple, dans toutes les écoles, il n'y a pas forcément de l'écriture braille ou, je ne sais pas, une éducation basée sur l'écriture braille. Là, je pense qu'il faudrait quand même faire la différence en termes de prise en charge scolaire. Parce qu'une prise en charge scolaire pour un handicapé moteur va nécessiter l'adaptation du lieu de fréquentation, tandis que pour un handicapé sensoriel, j'imagine que cela va inclure d'autres formes de prise en charge. Et donc, à ce niveau-là, d'un point de vue scolaire aujourd'hui, quelle est votre lecture, puisque vous êtes quand même dans... Je ne sais même plus si elle avait terminé. Non, c'est juste à titre de spécification par rapport à ça, parce que la prise en charge va varier d'un type d'handicap à un autre aussi. Oui, alors, puisqu'on a avec nous quand même un expert de handicap international, ça nous permettra d'avoir justement un œil global sur la République démocratique du Congo en termes de gestion des personnes vivant avec handicap. Donc, par rapport à cela, je peux donner un exemple. Actuellement, on a un projet pilote qu'on appelle éducation inclusive, c'est-à-dire l'éducation pour tous et que ce soit accessible. Donc, il y a deux volets, c'est-à-dire au-delà de travailler sur la personne, donc d'enlever, les barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant peut avoir une béquille, il peut avoir un guide, il peut avoir une canne. Cela ne suffit pas. Il faudrait qu'il soit en mesure d'interagir avec l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement soit accessible. Donc, il faudrait avoir des rampes. Est-ce que le tableau, il faudra le rabaisser? Ça, c'est des actions comme ça. Et au-delà de cela, on travaille avec le ministère de
de l'enseignement pour former les enseignants. Parce que dans la formation de base, on n'apprend pas aux enseignants à interagir avec les enfants en situation de handicap. Donc maintenant, il y a quelques formations. Il y a par exemple la pédagogie différenciée parce que oui, on me donne un enfant qui ne parle pas, comment je réagis? Donc il y a justement des méthodologies où c'est possible d'étudier ensemble avec, avec les enfants en situation de handicap. Donc le handicap est perçu comme, on va dire, comme une diversité. Il suffit que l'enseignant soit suffisamment outillé, formé, et que l'environnement ne soit pas un obstacle. On a essayé, dans d'autres pays, ça marche. Et là, on est en train de faire il y a un projet pilote dans 18 écoles de la ville de Kinshasa où il y a des enfants en situation de handicap avec différents types de handicap qui apprennent avec les autres. Et ça, c'est possible. Et on aimerait bien que ça soit mis à l'échelle nationale. Et aussi que ça soit repris dans les politiques. C'est tout ce qui bloque aujourd'hui aussi, parce qu'il n'y a pas de politique. Donc, comment on va demander à un enseignant il n'y a pas de politique, pourtant, pour la première fois dans l'histoire quasiment de la RDC, nous avons une ministre qui est chargée des personnes en situation de handicap et d'autres vulnérabilités. Madame Irène. Oui, qu'en est-il Quelle interaction aujourd'hui vous avez avec ce ministère? Sans oublier ma question sur l'accompagnement juridique. D'accord. Par exemple, vous de la... Bon, finissez, on laisse Madame... on laisse Madame Nathalie répondre sur la question de... Elle nous laisse sur notre faim, en fait, d'une certaine façon. Alors, on écoute Madame Nathalie. Par rapport à l'accompagnement juridique, c'est ça un peu comme ce que je vous ai dit, on fait de la sensibilisation sur l'approche droit. C'est-à-dire, l'approche droit, c'est de dire que disent les textes. Aujourd'hui, on a une constitution qui garantit les droits. On a la Convention des droits de l'homme, on a la Convention pour les droits des femmes, on a la CRDPH. C'est-à-dire que face à cela, il faudrait que la femme sache effectivement qu'il y a des instruments juridiques qui me garantissent la pleine jouissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à une femme de ne pas aller travailler parce que il y a une certaine limitation. Non. Donc, c'est un peu aussi ces sensibilisations que l'on fait avec les femmes en situation de handicap pour qu'elles apprennent un peu leurs droits. Et c'est vrai qu'il y a des cabinets, aussi des cabinets privés, des juristes qui sont un peu spécialisés par rapport à ces questions, on va dire un peu de violence. Mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de la sensibilisation, de l'information sur l'approche droit. C'est un peu ça. Magnifique. Et vous, Monsieur Éloi, en tant que président d'une association, quelle interaction vous avez avec le ministère, votre ministère de tutelle? Et déjà, c'était quelque chose à féliciter. Déjà, c'est pour la première fois dans notre pays qu'on puisse quand même faire entendre notre voix, parce que c'est ça les combats que nous menons du jour au jour, de voir quand même que c'est qu'on cherchait à avoir déjà l'inclusion dans notre communauté. Aujourd'hui, on a un ministère déjà des personnes handicapées, donc on est quand même reconnu. Et en parlant déjà aussi, et on nous a honoré de donner le ministère à une dame qui est aussi très dynamique, que je félicite. Et depuis un moment, on est entré en contact avec la ministre. On est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait continuer à travailler maintenant avec des projets. Est-ce que vous sentez un réel accompagnement, donc du concret, quoi? Bon, comme je l'ai dit, je ne devrais pas aller directement chercher des gens pour commencer à travailler. Aujourd'hui, déjà, comme on est légalisé, donc je pense avec le temps, on va... Vous agissez et puis le reste suivra. Et on Très belle philosophie. Laissez le succès faire le bruit. Magnifique. Mais moi, j'allais poser une question avec, bien sûr, la permission. Allez-y, Monsieur J. Picard. D'entrée de jeu, vous avez, en lisant entre les lignes de tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui nous a tiqué, Christelle et moi. Les femmes vivant avec handicap, violées ou alors engrossées, c'était le terme que... Merci. Engrossées. Dans votre organisme, dans votre association, vous avez déjà eu ces cas que vous avez eu à accompagner pour pouvoir, bien sûr, les aider à sortir de ce tourment? On en a connu il n'y a pas longtemps, pendant ces moments de la Covid qu'on a traversé. Et on est venu en aide aussi pendant ces moments avec des masques et autres choses. On a accompagné, on a visité plus de 6 centres d'hébergement des personnes handicapées. Et je me rappelle, en Djili, on a retrouvé ce genre de cas qu'on a
qu'on a négocié avec, je crois, PNMLS et UNICEF quelque chose. Ok. On a trouvé... C'était quoi la difficulté? C'était quoi le c'était- cas? La dame était en difficulté de pouvoir payer la maternité. Pourquoi? Parce que l'auteur était parti, elle était Bon, victime. Normalement, l'auteur était parti. Le gars, il est valide et il a profité de son handicap pour l'engrosser. Et puis, du coup, et le gars est parti. Et la famille déjà vu que la fille est handicapée et sa mère aussi est handicapée. Donc, c'est des problèmes déjà qui étaient très difficiles à résoudre. Et déjà, il se retrouvait déjà dans des difficultés parce qu'à chaque fois, il devait sortir pour aller chercher de quoi manger. Et pendant ces moments, il ne devait pas sortir parce qu'il fallait rester à la maison se protéger. Okay. Et grâce à nous, avec les gens qui nous ont accompagnés, on a eu quand même à prendre en charge la fille. On a payé la maternité parce qu'elle saignait déjà et tout. Et on a payé la maternité et on a pris en charge aujourd'hui déjà, bon, bien que l'enfant n'ait pas en vie, paix à son âme, quand même elle a récupéré aujourd'hui, elle vit encore quand même. Justement, j'allais rebondir sur cette question. J'allais rebondir sur la question du statut et de la situation des femmes, notamment dans le domaine de la santé et la santé reproductive. Madame Nathalie. De la situation, en fait, si on devait faire peut-être, comment dirais-je, une cartographie ou bien une photographie, on dira qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer une femme handicapée comme comme toute autre personne, et on limite les droits. C'est-à-dire qu'on dit que la femme en situation de handicap n'a pas droit à la santé sexuelle et reproductive. Lorsqu'elle va dans un centre de santé, on la regarde bizarrement. Parfois, elle peut vouloir se marier, mais la famille va dire non, toi tu te maries pas parce que ton mari il va peut-être te maltraiter, tout ça. Donc parfois, on est trop protecteur. Ou même parfois, la famille du mari qui peut rejeter un mariage avec une femme handicapée. Qui peut rejeter. Et c'est tout ça ce qu'on dit aujourd'hui, cette prise en compte des besoins spécifiques dans les programmes, dans les politiques. Parce que la difficulté aussi, c'est lorsque vous êtes face à un prestataire qui n'est pas formé en langue des signes, comment il va parler avec cette femme sourde? Comment ce prestataire, lorsqu'il n'a pas un lit adapté pour l'accouchement, comment il va accompagner cette femme peut-être handicapée moteur à l'accouchement? Donc c'est toutes ces difficultés aussi qui plongent les femmes en situation de handicap un peu dans la frustration. Donc peut-être qu'elle va coucher à la maison, elle ne va pas aller, elle fait de l'automédication, elle ne veut pas un peu voir cette mauvaise perception de l'autre. Donc c'est là où je disais cette approche droit, on ne reconnaît pas certains droits. Et alors qu'au-delà d'être une personne en situation de handicap, c'est une femme avec des besoins, à part entière, avec des vrais besoins. Ouais. Elle a droit à la maternité, elle a droit de se marier, elle a droit de jouir de toutes les libertés fondamentales de l'être humain. C'est un peu oui, ça. Madame Diata. J'allais plutôt réagir sur un autre aspect, de ce que Éloi a eu à soulever tout à l'heure. C'était aussi de voir dans ces milieux où les milieux des personnes vivant avec handicap, vous avez parlé du fait que cet homme avait profité de cette jeune femme. J'allais poser une autre question. C'est aussi la problématique de la prostitution dans ces milieux. Est-ce que vous y êtes confronté? Et si oui, comment est-ce que vous parvenez à endiguer cela? Parce que je me rends compte évidemment que dans certains de ces centres, effectivement, on se retrouve avec des cas comme ça qui sont fréquents, de cas de prostitution auprès des personnes vivant avec handicap. Comment est-ce que vous abordez cette question? Bon, comme je le disais, c'est à peine que j'ai découvert que beaucoup des enfants qu'on voit dans la rue, avec derrière des personnes handicapées qu'on les pousse à tout moment, ce sont des vrais enfants des personnes handicapées. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas d'autre distraction quand ils rentrent à la maison, c'est l'effet de reproduire à tout moment, de mettre au monde... parce qu'ils n'ont pas d'autres occupations, en fait. Et nous, pour venir peut-être résoudre ces problèmes, on a mené la campagne avec je ne me rappelle encore pas les noms, mais on a quand même apporté des bandes hygiéniques et des préservatifs, question de se protéger pour des moyens de contraception. Voilà, vu que déjà on a des difficultés de se retrouver
plus tu as beaucoup d'enfants et ça crée encore un problème déjà. Et c'était vraiment notre façon de porter peut-être la solution. Alors, pour rebondir aussi, et je pense que je vais laisser, je refuse de monopoliser la parole plus longtemps, c'est que ces personnes vivent en communauté. Et quand on vit en communauté, il existe aussi des maladies telles que des maladies sexuellement transmissibles. Et est-ce que, au niveau de votre association, est-ce que vous les sensibilisez aussi à l'existence de ces maladies et aux moyens de s'en prévenir? On n'est pas encore allé au terrain, mais dans le bureau, on est en train d'y travailler pour agir peut-être dans pas longtemps. Alors, Monsieur Eloi, moi j'ai une petite dernière question qui est peut-être un peu trop sensible, je ne sais pas, vous me direz. J'aimerais avoir quand même un témoignage, votre témoignage, parce que vous êtes en situation de handicap. Exactement. Comment on fait au quotidien? Comment on vit avec notamment le regard des autres, le rejet parfois, et une société qui ne vous accepte pas forcément tel que vous êtes, et donc au quotidien, vous faites face certainement à beaucoup de barrières, des regards, des paroles parfois très méchantes. Comment on fait au quotidien? Comment on vit avec ça au quotidien? Il est difficile déjà de parler de soi. Et moi, à chaque fois, on me pose cette question, je remercie ma famille. Parce que déjà, à la base, c'est la famille qui va t'aider à surmonter ton handicap. Moi, aujourd'hui, si je suis peut-être là aujourd'hui, c'est grâce à ma famille. Parce qu'ils ont pris en charge depuis mes 10 ans que je suis handicapé. Et ils n'ont pas vu à moi cet handicap. Ils m'ont donné tout ce qui était comme besoin d'un enfant. Ils m'ont scolarisé, j'ai fait des bonnes écoles. Et aujourd'hui, je suis licencié aussi en informatique de gestion. Je finis à IPEN en 2019. Et donc, déjà, c'est question de s'accepter et croire que non, l'handicap ne changera pas. Tu es handicapé et fais ce que tu es censé de faire. Et bien sûr, tu seras limité. Que l'handicap ne soit pas un frein, en fait, pour l'accomplissement de soi. Qu'il ne soit pas un frein, en fait. Fais ce que tu peux faire de ton mieux pour surmonter ton handicap. Et moi, je me dis souvent avec des personnes qu'on a côtoyées, des handicapés, les autres vont te dire, moi, je suis discriminé chez moi, on me dit, je ne peux pas étudier parce que je suis handicapé. Et ils préfèrent faire scolariser ceux qui sont valides. Et après, peut-être c'est santé qui viendront pour l'aider avec les petits riens. Nous, on essaie quand même de changer cette mentalité-là, de voir l'handicap. Voir que non, un handicap ne peut pas te limiter à faire ce que tu veux faire. Donc moi, j'ai subi quand même ce qui est tous des mots qu'on peut dire, discrimination et tout, mais j'ai surmonté ça et aujourd'hui, les gens peut-être ne voient pas aussi cet handicap-là. Ils sont maintenant en train de voir que quand même on l'appelait un moment handicapé, mais ce qu'il fait, peut-être moi je ne le fais pas. Et à quoi sert de rester là et l'appeler handicapé? Donc il faut quand même voir ce qu'il fait et non voir ce qu'il a. Donc ceci dit, il faut toujours essayer d'aller au-delà, de se surmonter quand même, mine de rien. Donc ça demande des efforts supplémentaires. Je vois que vous avez encore des questions, mais malheureusement nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Oui, l'heure est passée super vite. Nous n'avons même pas eu le temps de tout épuiser. C'est un sujet large et très intéressant. C'est pourquoi nous aurons l'occasion de revenir dans cette émission sur des thématiques beaucoup plus spécifiques, notamment le handicap et le travail, le handicap et la santé, handicap et éducation, le handicap et l'accès à la justice, justement. Je vous demande peut-être, je vais prendre un petit dernier mot de la fin, Madame Nathalie. Malheureusement, oui, on est obligé de chuter. Moi, je peux dire aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas considérer la femme handicapée comme une sous-catégorie. C'est une femme qui a des besoins et il faudrait que quelque part, les politiques prennent en compte. Donc nous, on fait du plaidoyer, on travaille avec la société civile pour qu'elle fasse du plaidoyer, pour que le gouvernement, que les politiques soient de plus en plus inclusives. Parce que comment cette femme aura accès si déjà dans la politique, ce n'est pas pris en compte? Comment cette fille va aller à l'école si son père n'est pas sensibilisé, comme l'a dit M. Eloi, au bien fondé d'envoyer son enfant à l'école? Et nous espérons aussi que lors de
la rentrée parlementaire, que la loi qui porte protection, promotion pour les droits des personnes handicapées pourra être votée, parce qu'on a besoin d'avoir un arsenal juridique qui garantit justement tous ces droits. Et c'est repris même dans la Convention, c'est l'article 35, je ne sais plus quel article, mais on demande aux États d'avoir des dispositions. Donc c'est un peu ça ce que je voudrais dire comme mot de la fin. Merci Madame Nathalie. Et pour vous, Monsieur Éloi, un dernier mot, un mot de la fin? L'émission est très intéressante, que je manque même des derniers mots, j'allais continuer. Et sinon, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. Et il est important de parler à tout moment de discrimination, mais si on n'est pas proche de ces personnes-là, et on nous pousse encore à rester loin de ce qu'on veut faire. Déjà, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Et le dernier mot, peut-être, je pourrais dire, c'est juste d'encourager nos frères et sœurs handicapés, de ne pas se limiter, aller au-delà de notre handicap, surmonter et faire plus. J'espère qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Monsieur Éloi. Oui, Monsieur Jipika, on écoute. Les contacts de Monsieur Éloi pour l'association a besoin aussi d'être assistée. Exactement. Nous sommes presque sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Facebook. Vous n'avez pas dit le nom de l'association depuis le début, non? C'est Jeunes vivant avec handicap. Alors, nous vous mettrons le nom de l'association ainsi que le contact de l'association au bas de l'émission. Merci beaucoup. Monsieur Jipika. Bon, ben moi, je veux m'adresser à la société congolaise par rapport, bien sûr, à la thématique d'aujourd'hui, plus particulièrement à ces femmes vivant avec handicap, en vous disant que vous êtes des femmes à part entière et vous valez autant que toutes les autres femmes du monde. Donc, prenez-vous en charge, prenez-vous en compte et ne vous laissez pas discriminer. OK? C'est juste ça. Merci, Jessica. Madame Christelle. Alors, tout d'abord, j'ai été particulièrement éblouie par Éloi, par une force de caractère et surtout par une grande générosité. Parce qu'il est vrai que lorsqu'une personne vit avec handicap et qu'elle subit le rejet de la société, le premier réflexe a toujours été de s'enfermer. Mais par contre, aujourd'hui à cette table, je suis pratiquement très fière de partager cette émission avec une personne dans lequel j'ai vraiment ressenti le don de soi, et ça c'est vraiment un exemple pour nous tous. Et j'aimerais également terminer avec une pensée, je dirais un hommage à 2 personnes vivant avec handicap qui nous ont malheureusement quittés, mais qui ont été des véritables exemples, parce que j'ai eu personnellement, j'ai eu l'immense honneur de les avoir reçus au cours de l'émission Congo d'Excellence. Il s'agit donc de Mwimba Texas, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, grand militant pour la cause des personnes vivant avec l'albinisme, mais aussi Martin Ekanda Onyangungu, Onyangunga, qui a été le fondateur de l'IZIPA, et avec lequel nous avons également passé de merveilleux moments au cours de cette émission, où justement il était revenu sur les circonstances de son accident, mais ce qu'il ne l'a pas, il était certes tétraplégique, je le rappelle, mais ça ne l'a pas empêché aujourd'hui d'avoir un institut supérieur présent sur pratiquement 4 provinces et plus de 5 représentations ici à Kinshasa. C'est des défis à relever, et je le souhaite à Éloi. Je nous le souhaite à nous tous de pouvoir soulever les montagnes ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos 2 invités, Madame Nathalie et Monsieur Éloi. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Personnellement, je vous envoie aussi beaucoup d'amour et d'encouragement, notamment toutes les personnes en situation de handicap. Allez toujours au-delà, allez au-delà de vos rêves. Certes, ça demande beaucoup, mais sachez que tout est possible et que vous êtes des Congolais et Congolaises comme tous les autres Congolais et Congolaises. Je vous rappelle que cette émission est à suivre et à re-suivre sur notre chaîne YouTube, et nous allons également continuer les discussions sur nos différentes plateformes, notamment sur Facebook ou Instagram. Merci à vous tous et restez positifs. Ciao. Ciao.